Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a forcément un besoin d'infrastructure derrière. Un administrateur qui travaille dans une petite structure aura tendance à toucher un peu à tout. Et plus on va avoir des structures qui vont être importantes, plus on va avoir des secteurs spécialisés. J'aime bien la partie automatisation, supervision, gestion d'environnement. À partir du moment où on fait 2 fois la même chose, c'est que ça peut s'automatiser. Voilà. Historiquement, je me suis tourné vers Linux par amour pour les logiciels libres, parce que j'étais militant dans ce domaine-là. Linux étant open source, toute personne peut décortiquer le code complet de Linux et savoir exactement ce que fait ce programme sur nos machines. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier d'administrateur infrastructure et cloud au microscope. Les professionnels de cette spécialité de l'IT ont pour mission de concevoir des infrastructures systèmes et réseaux sur site ou en cloud en respectant les contraintes imposées par le système d'information dans lequel ils évoluent. Les missions sont très variées, entre la configuration, l'administration et la supervision de l'infrastructure, la gestion des incidents techniques, la mise en place de sauvegardes et la sécurisation des systèmes d'information, la réalisation d'audits systèmes ou encore la programmation d'automatisation de tâches en Python. Dans les dernières années et sous l'effet de la transformation digitale, le métier a évolué avec de nouvelles responsabilités et de nouvelles méthodologies comme le DevOps. Comment savoir si ce métier est fait pour vous ? Dans quel type d'entreprise vous pourrez vous épanouir ? Eh bien, pour faire le point, nous sommes en compagnie de Pauline Blanc, responsable du staffing et ex-administratrice système spécialisée en cloud chez D2SI, Étienne Lavanant, ingénieur système indépendant, et Sébastien Hermacor, directeur technique chez Netesys. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté de nous en dire plus sur votre métier. On va commencer avec Étienne. Toi, tu es administrateur système indépendant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail et pour quel type de client tu travailles ? J'interviens sur les systèmes d'information de mes clients pour ou bien mettre en place de nouvelles fonctionnalités, réparer des systèmes qui sont défectueux ou bien gérer au jour le jour le bon fonctionnement des systèmes. Mes clients sont principalement aujourd'hui des petites et moyennes entreprises. Très bien. Sébastien, toi, tu as monté ta propre structure qui s'appelle Netesys et tu travailles pour des clients dits finaux comme l'armée de l'air ou encore Thales. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette entreprise que tu as créée et concrètement nous dire en quoi consiste ton travail aussi ? Alors Netesys va se définir un peu comme un partenaire au niveau des systèmes d'information pour les entreprises. Donc, on a 3 tâches principales. La première, c'est tout ce qui concerne l'administration système. Donc, ça va être l'installation, la sécurisation et la mise en service de serveurs Linux, de services réseau comme le web, le mail, ce genre de choses. On fait aussi pas mal de formations, donc sur des grands comptes, des petites boîtes ou ce genre de clients. Et puis on fait aussi un petit peu de développement et notamment tout ce qui est mise en relation des différentes briques des systèmes d'information des clients. Donc on fait tout ce qui est flux de données à l'intérieur d'un système d'information, ce genre de choses. Et pour finir, Pauline, bonjour. Pauline, toi, tu travailles en entreprise de services du numérique chez D2SI, c'est bien cela ? C'est ça. Et tu es responsable du staffing. Est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise et nous dire en quoi consiste ton travail qui est du coup un petit peu différent de ce qui vient d'être évoqué ? Oui. Alors D2SI, on est une société de conseil qui accompagne nos clients sur leurs projets de migration vers les solutions de cloud public. On les accompagne aussi donc d'un point de vue technique et organisationnel, donc sur la transformation des métiers qui ont changé avec l'arrivée du cloud. Et mon travail est de faire le lien entre l'équipe commerciale qui reçoit les besoins des clients et les consultants en fonction de leurs compétences techniques et fonctionnelles pour mener à bien les projets. Quel genre de projet ? Tu aurais un exemple à nous citer ? Des projets de migration d'infrastructures vers le cloud
public, donc AWS ou GCP, des projets de transformation sur l'accompagnement aussi des changements des métiers, donc créer des communautés au sein des entreprises pour les aider à acquérir de nouvelles compétences fonctionnelles, donc de méthodologie comme on en a parlé du DevOps, comment les mettre en place, comment faire travailler différemment les équipes en interne. Qu'est-ce que c'est le DevOps ? Attention, première colle, difficile à définir. Qui est-ce qui a envie de se lancer ? Le DevOps, c'est un terme dans notre métier qui a évolué en fait assez rapidement en termes de sens. Au départ, il s'agissait de réunir autour de la table différents interlocuteurs qui intervenaient sur un projet informatique. Donc c'était des équipes techniques, c'était la maîtrise d'ouvrage et c'était le développement. Et tout ce monde-là commençait à travailler avec une méthodologie dite agile pour réduire les délais, pour réduire les coûts, voilà, ce genre de problématiques, avoir des résultats plus concrets plus rapidement. Et puis progressivement, ce terme-là est associé maintenant à des outils techniques qui interviennent dans les projets d'infrastructure, donc tout ce qui est virtualisation, Docker, conteneurs, voilà, tout ça. Tout le monde est d'accord ? Oui, je pense que l'idée, c'était aussi de faire recréer du lien entre les équipes de développement et les équipes d'infrastructure qui, parfois, dans certaines entreprises, se mènent un peu la guerre quand même, il faut le dire, parce que rejeter la faute sur l'autre équipe en face, si ça marche pas. Et l'idée, c'était de recréer du lien entre ces équipes-là pour que les projets avancent plus vite, et puis créer du lien pour que ça avance mieux. Souvent, les développeurs arrivent avec des contraintes qui ne sont pas forcément toujours compatibles avec un schéma d'infrastructure globale de l'entreprise. Et donc, ça coince un petit peu historiquement entre l'équipe d'exploitation qui dit « non, tu n'as pas le droit de faire ça » et le développeur qui dit « oui, mais mon client, il voudrait ça. » Et voilà. On sent qu'il y a une petite tension entre infrastructure et développeurs, effectivement. Mais il y a des intérêts qui sont souvent contradictoires parce que les développeurs ont tendance à vouloir ajouter des fonctionnalités. C'est quelque part la raison d'être de leur métier. Et la raison d'être de l'administrateur, c'est plutôt d'avoir une plateforme qui est stable et qui fonctionne. Donc il est là, non, on complique pas ma vie. Non, ça marche, on change rien. Enfin, si je caricature, ça pourrait être ça. Les outils de DevOps, justement, tout ce qui est déploiement continu, etc., permettent de vérifier que dès la première livraison de code, la version 0 de l'application, ça puisse déjà tourner sur l'infrastructure et adapter rapidement pour que ça fonctionne. Le but, c'est que l'ensemble de l'équipe développeur plus administrateur fasse un produit fonctionnel. Alors, dans le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type chez vous ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une, Pauline ? Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'on dépend souvent en fait, du quotidien et des aléas. Donc, il y a forcément une partie quand on gère une infrastructure, vérifier qu'elle est fonctionnelle. Ça, c'est la première chose qu'on doit vérifier. Ensuite, il y a toute une notion de projet où on doit faire évoluer l'infrastructure en fonction des besoins qui évoluent aussi au niveau de l'entreprise. Voir avec les équipes de développement quels sont leurs futurs besoins, justement, par rapport au DevOps. Et puis, la notion de veille et aussi tout ce qui est autour de la sécurité, se tenir au courant des risques potentiels qui peuvent arriver. Ça représente quel pourcentage de ton travail ? La veille, je pense qu'on peut dire que c'est 10%. En fait, au quotidien ? Au quotidien, oui. Et d'accord. Ah oui, minimum. Minimum. Ouais. Et toi, Étienne ? Alors, je dirais qu'il y a deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle le build, c'est ajouter des fonctionnalités, donc mettre en place des nouveaux sites, des nouvelles applications, mettre en place des nouvelles versions, etc. Et puis il y a une partie run, donc là c'est la gestion de l'existant. Donc c'est s'assurer que les plateformes fonctionnent correctement. Et là-dedans, il y a deux parties. Il y a la partie donc gestion, supervision, gestion d'incidents. Et donc s'assurer vraiment que ça fonctionne. Et la partie industrialisation, c'est-à-dire sans rajouter forcément de nouveautés fonctionnelles, essayer d'améliorer la gestion de l'infrastructure, automatiser des choses, faire en sorte qu'on puisse plus facilement par la suite ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. Et comment tu fais pour ajouter de nouvelles fonctions et améliorer les choses ? Il y a une règle d'or, c'est que l'administrateur qui est efficace est feignant. Par définition, et c'est une qualité. Nous, on le voit comme une qualité. Et donc, si on peut faire quelque chose qui va nous éviter d'avoir à répéter X fois la même chose, on va penser comme ça au départ.
Et donc Et l'automatiser. On va tout mettre en place pour faire répéter un minimum de choses. À partir du moment où on fait 2 fois la même chose, c'est que ça peut s'automatiser. Voilà. Des fainéants intelligents, quoi. Ouais. Plutôt malins, finalement. Oui, vas-y. Alors, pour revenir sur cette histoire de journée type, moi, j'avais une anecdote un petit peu rigolote, peut-être. Parce que la journée, pour un administrateur, c'est compliqué à définir, parce que les services, ça tourne tout le temps. Hein. L'électricité est là 24 heures sur 24, et les clients, en fonction d'où ils sont, accèdent aux services un peu partout. Et je suis intervenu pour la DSI du Conseil européen, et ils m'ont appris une nouvelle façon de gérer la journée, et notamment au niveau de la semaine. C'est que, alors ça c'est très connu au niveau des administrateurs, en règle générale, le vendredi, donc qui est la journée qui précède le week-end, on fait rien. On fait rien de sensible, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de se retrouver le week-end à essayer de corriger ce qu'on vient de faire le vendredi. Donc, par exemple, on limite tout ce qui est livraison, recettage et installation de tout ce qui est nouveau le vendredi, quoi. Tout le monde est d'accord, là? Oui. Ah ouais, carrément. C'est une bonne pratique de limiter les changements le vendredi. Éviter les mises en prod le vendredi. Ouais. Okay. La règle d'or, quoi. Et puis, du coup, eux, ils m'avaient appris aussi que, en fait, le lundi, c'est trop tôt pour commencer à faire quoi que ce soit aussi. Donc, ils avaient renommé les journées de la semaine en trop taudi, mardi, mercredi, jeudi et trop tardi. Et voilà, je pense que ça représente bien une semaine type d'un administrateur. Derrière cette histoire-là, il y a une part de prise de responsabilité sur le moment où on fait les choses, en fait. Parce que l'administrateur, il veut maintenir en situation opérationnelle ses services. Et donc, au moment où on intervient sur une infrastructure, à chaque fois, on fait attention vraiment du moment en question où on va le faire. Il peut arriver qu'on intervienne la nuit, parce que les clients dorment la nuit, et donc c'est plus facile pour eux. Ça entraîne des coupures qui sont moins nocives pour l'activité de l'entreprise ou ce genre de choses, quoi. Vous avez des exemples concrets de missions où on pourrait mettre des mots dessus avec une vraie entreprise, un vrai projet qui vous est confié pour rendre les choses très concrètes, Sébastien ? Oui, il y a un mois de ça, je me suis déplacé à Saint-Étienne pour intervenir chez les pompiers de Saint-Étienne dans le cadre d'une mission de supervision. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des outils qui permettent d'envoyer des sondes sur le système d'information pour vérifier que tout va bien à tout moment. Donc vérifier que, par exemple, la mémoire d'un serveur n'est pas saturée, vérifier que le CPU tourne bien, vérifier que l'application tourne bien, etc. Et donc c'est une mission ponctuelle où je les ai aidés à mettre ça en place. Et une fois que c'est en place, après, moi, je me retire et je les laisse exploiter les outils qu'on vient d'installer. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, Pauline, que tu aurais à citer ? Oui, alors pour différentes sociétés, on est intervenu pour mettre en place les briques de base de l'infrastructure sur le cloud AWS. Donc tout ce qui est autour du réseau, du stockage, des serveurs virtuels à mettre en place. Et on l'a fait de manière automatisée avec des outils de ce qu'on appelle d'infrastructure as code, où en fait on scripte le déploiement de l'infrastructure avec Terraform ou CloudFormation. Donc c'est des outils assez spécifiques, mais qui peuvent aussi être utilisés en dehors du cloud. Le cloud, on peut en parler, le définir, depuis quand est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'il a changé, bouleversé, révolutionné, Étienne ? Alors, historiquement, on avait des machines qui étaient hébergées dans des centres de données, donc ou bien dans le centre de l'entreprise, ou bien chez un hébergeur. Mais du coup qui étaient des machines définies, on savait où elles étaient physiquement, quelles étaient les ressources disponibles sur chaque machine en termes de disques. Moi j'ai à peu près encore CPU, cette image, hein. Moi qui ne suis pas à jour, donc je vois la pièce avec, tout blanc, avec des grandes allées de machines. Plein de lumière, des câbles dans tous les sens. Je suis restée bloquée là. D'accord, merci, tu me rassures. Ok. Et le cloud, c'est ça aussi derrière quand même. Oui, voilà, donc c'est pour ça que ça existe toujours, mais aujourd'hui du coup ça devient transparent pour beaucoup d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un coût initial, d'acheter plein de machines qui coûtent très cher et finalement qu'on n'utilise pas tout le temps à leur pleine capacité, etc., aujourd'hui, on part plus finalement sur de la location de ressources pour une durée déterminée, à l'heure. On achète du CPU, de la mémoire, de l'espace disque et on peut faire des choses dessus et on paye à la consommation.
Et en fait, on s'adapte vraiment aux besoins de l'entreprise à un instant T, c'est-à-dire qu'on parle de location à l'heure parce que, par exemple, certaines entreprises, le week-end, elles n'ont pas forcément besoin que toutes les machines tournent puisque les salariés ne travaillent pas. Et donc, réduire les coûts pour mettre à disposition des ressources nécessaires au bon moment. Étienne ? Historiquement, le cloud est né avec Amazon Web Services, AWS. C'est le premier fournisseur de cloud tel qu'on définit le cloud aujourd'hui, enfin tel qu'on le représentait aujourd'hui. Et donc Amazon avait une activité de vente en ligne de différents produits, c'était déjà assez varié à ce moment-là. Et ils faisaient, alors je ne sais plus combien, mais 30, 40, au moins 40% de leur activité sur un mois en décembre avant Noël. Et donc ils avaient besoin d'un nombre énorme de machines pour pouvoir tenir la charge, Noël, en fait, ouais. le fait de pouvoir supporter toutes ces commandes, ces utilisateurs qui étaient connectés en même temps. Et le reste de l'année, leur machine, elle faisait rien, puisqu'il n'y avait plus que 60% ou 50% de l'activité à répartir sur 11 mois derrière. Et donc, ils ont eu l'idée, en fait, finalement, de toutes ces machines, de louer les ressources disponibles à d'autres entreprises qui avaient des besoins à ce moment-là. Pauline ? Du coup, ça fait évoluer les métiers aussi parce que maintenant, on se retrouve à devoir gérer aussi la facturation. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant parce que l'entreprise achetait des serveurs et puis de toute façon, ils étaient achetés. Donc, la ressource, elle était là, qu'on l'utilise ou pas. Maintenant, il y a tous les métiers autour de ce qu'on appelle le FinOps. Donc, il y a le SysOps, le SysAdmin et le FinOps autour de la finance où on fait attention aux coûts et on essaye d'optimiser les coûts des infrastructures. Étienne, comment est-ce que tu t'organises pour travailler avec plusieurs clients, du coup, en même temps, en tant que c'est facile d'être administrateur système indépendant ? Je pense que c'est plus facile aujourd'hui qu'à d'autres époques parce qu'il y a beaucoup d'activités globalement dans le domaine de l'informatique et donc je pense que globalement c'est un métier où on manque de personnes. Après, ça dépend peut-être un peu des domaines et donc c'est certainement plus facile de trouver des clients. Pour trouver des clients, moi du coup, je passe pour partie par mon réseau personnel et le bouche à oreille et pour partie par des plateformes de référencement d'indépendants sur lesquelles j'ai mon CV en ligne, grosso modo, et des entreprises qui ont des besoins me contactent. Et donc je leur fais un devis, elles acceptent ou pas le devis que je leur propose. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Moi j'avais commencé en 2006, un truc comme ça, j'ai dû commencer réellement. Mais après j'ai fait une coupure pendant 5 ans, j'ai fait d'autres choses. Et je suis revenu du coup, et donc j'ai loupé un peu le début du cloud justement. Donc j'ai dû remonter en compétence sur ces parties-là. Comment est-ce que tu fais pour remonter en compétence sur le cloud ? Ça peut être en prenant des formations en réel ou en ligne. Comme Open Classrooms, par exemple. Et tu as pu constater que le DevOps était en place pour vous faciliter la vie entre développeurs et infrastructures. Du coup, sur ces années-là, c'est le moment où tu as raté le coche et tu reviens et d'un seul coup, la hache de guerre est enterrée. Comment je parle avec des développeurs ? C'est pas possible. Ah oui, vraiment ? Tu as vu l'évolution avant, c'était vraiment... Ah oui. Moi, j'ai connu des projets où il n'était pas question de faire rentrer l'équipe d'exploitation dans la salle de réunion. Alors, rentrons un petit peu dans le technique. Quelles sont vos spécialités en administration des systèmes, Pauline ? Alors, ma spécialité, c'était autour de la partie système d'exploitation Windows, principalement. Il y a différents systèmes d'exploitation. Tu peux nous les citer déjà, avant de nous expliquer que du coup, toi, tu es plus sur Windows ? En général, on va faire Windows Linux, principalement sur tout ce qui est autour des OS serveurs. C'est quoi la différence ? Alors, j'ai cru comprendre que Sébastien et Étienne, vous êtes plutôt sur Linux, justement. Exact. Quelle est la différence ? De manière honnête. Oui. Et après, débattez. De manière honnête, ouais. Il y a beaucoup de sujets là derrière cette question, parce que l'histoire de ces deux systèmes d'exploitation est riche, en fait, au sens historique. Donc, je vais parler de Linux, moi, parce que Windows, je connais beaucoup moins. Mais c'est un système open source, en fait. Et donc, c'est une énorme différence déjà avec Windows. C'est qu'il est accessible de manière libre et gratuite et qu'il n'y a pas de coût de licence associé à son exploitation. Aujourd'hui, n'importe qui a une machine peut installer un Linux sans débourser un seul centime, si ce n'est le temps qu'il va passer à le faire. Ok, alors que Windows coûte, Pauline ? Une fourchette, c'est juste pour savoir. En fait, ça dépend vraiment
on va rentrer dans les détails, mais si on prend une seule licence pour une machine ou plusieurs licences sur lesquelles on va faire tourner des machines virtuelles, après il y a un coût de support, donc ça peut vraiment varier. Ok, un point pour Linux. Sébastien, continuons. Tu vois d'autres arguments à confronter Linux versus Windows ? Oui. Alors vas-y. Linux et Windows, donc ce sont deux systèmes d'exploitation. Et par définition, un système d'exploitation, c'est un programme qui s'installe sur du matériel pour exploiter ce matériel. Ça vient de là, le système d'exploitation. Donc le programme, il va s'occuper de envoyer des tâches à faire au CPU, gérer la mémoire, gérer tous les périphériques de stockage, etc. Donc c'est très informatique en fait comme tâche. À la limite, le système d'exploitation est là pour compenser le fait que l'humain ne peut pas faire travailler le CPU tout seul. Et donc Linux a été pensé dès le départ comme ça. Et donc dès l'origine, en fait, Linux ne s'est pas concentré sur l'interaction avec l'utilisateur, en fait, très peu. Donc par exemple, par défaut, il n'y a pas d'interface graphique quand on installe un serveur Linux. Là où Windows est un héritage très orienté poste de travail, en fait. Windows s'est développé au plus fort de son histoire, c'est-à-dire dans les années 80-90, autour du poste de travail utilisateur, et après, c'est devenu un logiciel serveur, à proprement parler. Donc, c'est deux philosophies de conception qui sont vraiment différentes, et très différentes à la base, et qui aujourd'hui se reflètent encore dans la manière dont sont construits ces deux systèmes d'exploitation. Ok, donc ça c'est deux visions, disons. Pas de point, balle au centre. Est-ce qu'il y a autre chose qui marque de réelles différences entre les deux ? Pauline, tu as le droit de défendre Windows, hein ? Oui, après, pour moi, il n'y a pas d'histoire de bien ou de mal d'un côté comme de l'autre. En fait, ça va dépendre du besoin. Donc, en fonction de... Souvent, la plupart du temps, quand il y a des outils, des applications pour les utilisateurs, la plupart du temps, les éditeurs vont partir sur Windows parce que derrière, il y a toute la machine Microsoft qui accompagne avec du support, etc. Mais pour moi, Linux, c'est pas le mal non plus, hein. Au contraire. C'est un point qui est très important, ça, hein, dans les différences, c'est que Linux étant open source, toute personne qualifiée peut décortiquer le code complet de Linux et savoir exactement ce que fait ce programme sur nos machines. C'est pas le cas avec Windows, et il y a quelques exemples de mauvais fonctionnement de Windows à l'insu de l'utilisateur, comme les récoltes des données ou ce genre de choses qui sont pas forcément en faveur de Windows, je dirais. Après, il y a un autre point aussi, c'est que Linux est aussi conçu pour, à la base, pour faire confiance à ses utilisateurs. Et donc, il y a un système de droit qui est associé à Linux qui est très simple, et qui permet à l'utilisateur de tout faire avec Linux, y compris cracher Linux. Et donc ça, c'est pas non plus une philosophie côté Microsoft, parce que c'est un code qui est fermé, donc on va essayer de limiter le fait que l'utilisateur puisse casser le système, en fait. Donc Sébastien, on a bien compris, à départ chez Linux. C'est pas possible puisque c'est open source. Est-ce qu'on peut faire un petit panorama des différentes spécialités qui existent ? J'ai entendu parler de Cisco, j'ai entendu parler de Kubernetes. Aidez-moi. Alors, donc la partie Cisco, moi je peux répondre là-dessus, c'est une marque d'équipement d'infrastructure réseau. Donc ce sont des boîtes qui ressemblent à des ordinateurs et qui permettent d'interconnecter entre eux des réseaux. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont très connus. Après, ils ont diversifié leur activité, bien entendu. Et là, on va s'adresser à des gens qui vont être très réseau, en fait. Un exemple de gens qui sont très réseau et qui auraient besoin de Cisco. On peut évoquer des administrateurs réseau dans les entreprises. Par rapport à des administrateurs système, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Eux, ils vont être vraiment penchés sur le transport de la donnée sur le réseau, sans avoir forcément de contact avec les systèmes ou même les utilisateurs et les applications qui créent ces données, en fait. Donc c'est un monde encore un petit peu à part, effectivement, dans l'administration, le réseau, par rapport au système. Ok, ça c'est pour Cisco. Vous voyez des choses à ajouter, Étienne ? Pour les spécialités, on peut séparer des gens qui vont être plus spécialisés système ou réseau. Donc réseau, c'est vraiment plus la communication entre les machines. Et système, ça va être plus la gestion des machines en elles-mêmes.
Et après, on peut se spécialiser encore. Donc, on a vu sur les systèmes d'exploitation, ça peut être Windows ou Linux. Voilà, on peut faire un petit peu des deux ou être spécialisé sur l'un ou l'autre. Et après, on peut se spécialiser sur d'autres outils ou des familles d'outils ou sur des outils d'un éditeur en particulier. Et souvent, il y a des certifications qui sont associées, qui sont soit proposées par les éditeurs, soit qui sont proposées par des conglomérats, des associations, etc., qui certifient sur toute une famille de machines ou de fonctionnalités. C'est quoi ces outils ? Ça s'appelle comment ? À quoi ça sert ? Cisco propose des certifications, par exemple. Microsoft aussi. Il y a des éditeurs de Linux qui proposent aussi des certifications. On passe des examens et on peut... l'entreprise certifie qu'on a un niveau de connaissance minimal à tel niveau pour l'utilisation des outils proposés par l'éditeur. Donc Cisco, ça va être plutôt des outils réseau, ou bien le système d'exploitation lui-même, ou bien d'autres outils qu'ils fournissent, comme des bases de données, comme plein d'autres choses qu'ils font aujourd'hui. Ou bien on peut même certifier sur l'utilisation du cloud, savoir se servir du cloud de tel ou tel hébergeur, parce qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Et c'est important ces certifications ? Elles vous servent ? Elles sont valorisées ? Alors oui, elles sont valorisées. Elles permettent surtout d'assurer qu'on a un niveau minimum sur certains sujets, qu'on a un minimum de connaissances. Après, ça ne certifie pas qu'on a déjà pratiqué et que dans un environnement de production, on est capable de délivrer le service. Mais en tout cas, on s'est un minimum renseigné et on a un minimum de culture générale. Après, il y a des certifications qui sont plus ou moins techniques. Mais en général... Les certifications, c'est un QCM, donc... Sébastien, t'as pas l'air tout à fait d'accord. Beaucoup de connaissances, mais... Bah ouais, ça dépend des certifs encore, je pense. Moi, je suis certifié LPI, par exemple. Et LPI, pour Linux Professional Institute, c'est une certification qui est reconnue pour mettre l'accent sur la pratique. Donc, c'est une certification qu'on ne peut pas avoir en bachotant un bouquin, par exemple. Parce que les questions qui vont vous être posées, c'est des questions qui sont très concrètes, issues de l'expérience que vous devez avoir, quoi. Donc, la LPI, avant 10 ans d'expérience, ça ne sert à rien de la tenter, parce qu'on n'aura pas rencontré les cas qui vont correspondre aux questions, quoi. Donc ça, c'est un certificat, pour le coup, qui donne de bons indicateurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est reconnu dans le monde Linux. La LPI est très reconnue, ouais. J'aimerais bien qu'on revienne à vos choix de carrière, d'orientation, de métier. Comment est-ce que vous avez choisi de devenir admin 6 ? C'est bien comme ça qu'on l'appelle dans le jargon. Sébastien, peut-être, on commence avec toi ? Ok. Moi, je suis arrivé sur le marché du travail. Il n'y avait pas trop de boulot pour l'admin 6, en fait. Et du coup, j'ai commencé par faire du développement parce que c'était le gros boom Internet à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup besoin de développement. Et c'est le développement qui m'a rapproché progressivement de l'admin avec justement la montée des méthodologies agiles où tout le monde se retrouvait autour de la table. Donc, il y a la petite passerelle. Et donc, je suis revenu à ma formation de base qui est l'administration système par le développement, en fait. Et qu'est-ce qui te plaît plus, du coup, dans l'admin 6 versus le développement pur ? C'est pas le même métier. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es réorienté et que... Après, le marché a évolué, c'est pour ça. Hein. Moi, j'ai suivi un peu les tendances du marché. Ouais. En fait, là où il y a besoin de dev, je faisais du dev. Et puis, quand l'admin 6 est revenu, alors là, en ce moment, c'est les problématiques de sécurité qui sont très en avant dans les systèmes d'information. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je maîtrise beaucoup moins les aspects cloud parce que j'en fais quasiment pas, en fait. Par contre, je m'attache beaucoup à sécuriser la donnée aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter un précédent épisode du Joboscope consacré au métier de cybersécurité. Étienne, toi, comment est-ce que tu es arrivé à ce métier d'admin 6 ? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en télécommunications. Donc, c'était une partie de ma formation. C'est la partie dans laquelle j'ai souhaité me spécialiser assez rapidement, même pour mes spécialisations au sein de l'école et puis ensuite mon premier travail. Ce qui m'a amené vers l'administration système, c'était le côté logiciel libre. Alors j'aurais pu me tourner vers le développement aussi, mais j'étais intéressé pour apprendre à me servir de Linux. J'aime bien la partie automatisation, gestion d'environnement de production, supervision, vérifier que les choses fonctionnent. Faut être organisé dans vos métiers, non ? Pas mal de rigueur, en tout cas, c'est une qualité d'être rigoureux. Surtout la rigueur. Parce que la moindre commande peut faire très mal. Ah ouais, bon, on va en parler de ça, des avantages, des inconvénients du métier, des stress. Pour terminer, Pauline, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ? Alors, j'ai fait des études en alternance
un master système et réseau. Et c'est au cours de l'alternance en fait que je me suis rendu compte que c'était surtout la partie système qui m'intéressait. Parce que l'avantage, c'est qu'on fait plein de choses différentes. On répond aussi à un besoin client, donc on rend un service. Donc ce qu'on fait, ça aide les autres. Donc ça, c'est les choses que je trouve importantes, donner un sens à ce qu'on fait. Et puis l'avantage, c'est que en fait, les technologies évoluent très vite, donc on passe son temps à apprendre et réapprendre de nouvelles choses. Donc il y a un apprentissage perpétuel, et puis c'est un métier qui demande à être moteur et qui se renouvelle régulièrement. Donc en fait, on peut changer souvent de métier au sein du même métier. Donc je trouve que c'est plutôt agréable. Il y a d'autres points positifs dans votre métier que vous aimeriez évoquer aujourd'hui pour des personnes qui nous écouteraient et qui souhaiteraient peut-être démarrer une formation pour devenir vos futurs collègues. Sébastien, qui te plaît dans ton métier au quotidien ? Moi, je pense que c'est la maîtrise, en fait. L'administrateur système, il maîtrise ce qu'il fait. Alors en plus, quand on s'appuie sur des technologies qui sont pointues et qui fonctionnent, on a très rarement de mauvaises surprises, en fait. À partir du moment où on fait les choses correctement, on sait que le résultat sera probant et efficace. Moi, j'aime bien ça, en fait. L'efficacité. Étienne ? Ce qui me plaît, j'ai déjà parlé de la partie automatisation. J'aime bien le côté aussi investigation, finalement, en cas d'incident, par exemple. J'aime pas forcément qu'il y ait des incidents, mais par contre, quand il y a des incidents, j'aime bien le côté c'est la chasse aux indices et à trouver pourquoi ça ne fonctionne pas et comment rétablir le service, comment fournir le meilleur service possible aux clients. T'aimes bien quand il y a des problèmes, en fait, finalement. Non, pas du tout, mais du coup, la méthode de résolution, je trouve ça intéressant. Et puis, même sur la partie, sans parler de problème, sur la partie ajout de fonctionnalités, etc., par exemple, juste la réflexion en amont sur comment pouvoir ajouter ou modifier le service en limitant l'impact pour les utilisateurs, en limitant l'indisponibilité, réfléchir en termes d'architecture aussi, comment est-ce qu'on va construire une plateforme avec une base de données, stockage des fichiers. J'aime bien tous ces aspects-là, de réfléchir, prendre un peu de recul finalement aussi par rapport au service, comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner au mieux et comment est-ce qu'on peut anticiper son évolution. On a fait le tour des points positifs. Parlons des inconvénients alors. Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre métier, plus stressant, qui vous pèse ? Pauline ? Ce qui peut être stressant, oui, c'est les moments où justement il y a des incidents. Et donc ça a un impact pour les utilisateurs. Donc il faut relativiser et rechercher. Donc il y a toute la notion d'investigation. Pour comprendre d'où vient la panne, en fait. Pour comprendre d'où vient la panne, comment la rétablir, comment rétablir le service. Et comment ne pas reproduire le problème aussi, surtout. Ça peut avoir quoi comme genre d'incidence, une panne ? Je sais que ça doit beaucoup dépendre des domaines, mais un exemple auquel vous auriez été confronté d'une panne qui a semé la panique et qui a eu peut-être des conséquences un peu lisibles pour tout le monde, Sébastien ? Ah bah oui, un serveur de messagerie qui tombe, c'est immédiat. Ça sonne dans tous les sens, tout le monde hurle dans tous les sens. Aujourd'hui, la messagerie électronique qui marche plus, l'entreprise marche plus. Donc ça, c'est un service ultra sensible. Donc quand ça tombe pour X raisons, tout de suite, ça arrive chez nous et ça arrive très très vite. Voilà. Oui, tout simplement en fait. Ouais, les problèmes peuvent être de différents ordres. Il peut y avoir de l'indisponibilité, c'est-à-dire que si par exemple c'est un site web, ce qui est souvent le cas aujourd'hui pour plein de choses, c'est du coup le service n'est plus disponible avec des conséquences assez variées suivant le service qui est rendu, mais ça peut être, si c'est simplement un site de commerce en ligne, c'est une perte de chiffre d'affaires par exemple. Ça peut être aussi un problème d'image de marque. Il peut y avoir d'autres problèmes, par exemple à une époque chez un client pour lequel je travaillais, il y a eu une mauvaise manipulation et du coup c'était une boutique en ligne et tous les clients s'étaient retrouvés avec la même adresse d'un seul client. Ouch. Et donc ça peut éventuellement poser des problèmes. Il peut y avoir des problèmes de sécurité, c'est-à-dire liés à du vol de données, notamment de données confidentielles. Aujourd'hui, des fois on entend un peu dans l'actualité, telle société stockait des numéros de carte bleue, des emails, des mots de passe, je sais pas quoi, et puis ils se sont fait pirater, les trucs sont disponibles publiquement sur Internet. Et ça peut vous retomber dessus ? Ça peut. Ouais. Oui. On est garant aussi de la sécurité de la plateforme qu'on met en place.
Et donc, vous travaillez avec des experts en cybersécurité pour vous blinder? Selon la taille de l'entreprise, il y a des services de sécurité, d'autres n'en ont pas, donc c'est à nous de le prendre en compte. Ouais. En tout cas, nous, on doit avoir au moins un socle de connaissances suffisant en termes de sécurité pour assurer toutes les gestions de base de la sécurité. Après, c'est un domaine dans lequel on peut être très pointu et très spécialisé, donc ça peut vraiment devenir un métier à part entière, la sécurité. Donc tout le monde n'est pas forcément à ce niveau-là, mais il faut avoir un socle de connaissances de base suffisant. C'est indispensable. Un minimum de conscience aussi que ce qu'on met en place peut avoir un impact côté sécurité. Je suis stressée pour vous, rien que de vous écouter. Là, mais c'est pas des mauvais points. Ah. Non, moi je trouve que c'est pas des mauvais points. Enfin, personnellement, c'est ça qui fait aussi la richesse de notre métier. C'est des problématiques où on est obligé de réfléchir, quoi. C'est quand même plutôt sympa quand on est obligé de réfléchir. Vous voyez d'autres points négatifs justement à aborder? Dans des structures plutôt un peu plus grosses, il y a un phénomène qui est assez récurrent pour les administrateurs, c'est qu'on oublie le travail qu'ils font. Et ça, c'est très fréquent. On va les solliciter pour mettre en place une infrastructure, une application, un serveur, etc. Et puis, lorsque c'est en place, on a oublié qu'ils ont travaillé dessus. Le machin, il tourne tout seul et tout le monde se réveille quand il ne tourne plus. Mais avant ça, tout le monde a oublié ce qui était fait. Donc, ça peut être de temps en temps un peu frustrant en termes de valorisation de son travail. Manque de reconnaissance. Ça met tout le monde d'accord? Oui, quand ça marche, quand ça marche, c'est normal, et quand ça marche pas, c'est notre faute. Donc ça, c'est. En général, quand on ne sollicite pas, quand on se fait discret, c'est plutôt qu'on fait bien son travail, quoi. Discrétion aussi de rigueur. Alors, on a fait le tour des points négatifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a d'autres choses où vous aimeriez prévenir? Moi, il y a le côté un petit peu en tant que développeur, par exemple. Sauf si on a une date butoir d'un projet qui approche, etc., et qu'on a du coup une charge de travail très importante, on peut être amené à faire beaucoup d'heures. On a plutôt des horaires assez prévisibles en général, alors qu'en tant qu'administrateur, on peut avoir, s'il y a un incident, je devais partir à 18h, j'ai un rendez-vous, il y a un incident à 17h45, et mon rendez-vous, tant pis, quoi. Et t'es sur le qui-vive en permanence. Et on ne sait pas jusqu'à quelle heure. On peut être amené à travailler le week-end, le soir. Il peut y avoir des astreintes. Ah ouais? Des astreintes. Vous en avez? C'est arrivé. Oui, parce qu'on est proche de la machine en fait. Et la machine, elle tourne tout le temps. Ouais, non? C'est pas forcément, pour moi, je vois pas ça comme un point forcément négatif, c'est parce que des fois, ça peut être aussi une source de revenus en plus parce qu'elles sont payées. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. Sur les avantages et inconvénients du métier, moi je dirais qu'un avantage, c'est le fait qu'on apprend tout le temps parce que les technologies évoluent, parce que il y a plein de choses, donc ça c'est stimulant. Et c'est aussi un inconvénient parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps se remettre en cause, tout le temps, on n'a pas de répit, quoi. Pas se reposer sur ses connaissances ou vraiment pas très longtemps, sinon on est plus à jour, quoi. Et on peut vite être dépassé par le métier et aussi faire attention à pas s'éparpiller parce que on ne peut pas non plus rentrer dans le détail de toutes les nouvelles techno. Il faut arriver à sentir un peu l'évolution du marché et partir dans la bonne direction et être capable de se dire finalement, c'est pas celle-là et je change de cap, je réapprends autre chose, quoi. On parlait de la veille et de la formation et c'est pas toujours quelque chose qu'on a le temps de faire pendant ces heures de travail et du coup, on peut être amené à le faire sur son temps libre, finalement. Le soir, je rentre chez moi, je me remets devant un ordinateur, ou le week-end, ça peut arriver régulièrement, et des fois, c'est nécessaire si on veut se former en continu. La documentation, ça peut être assez rébarbatif. Tenir à jour la documentation des infrastructures qu'on met en place, c'est quand même très important parce que ça fait partie de notre métier de donner l'information et si le jour où on n'est pas là, quelqu'un puisse prendre le relais. Donc, c'est le journal de bord un peu. Oui. Ah oui, mais c'est même de la doc technique poussée, quoi. Quand on monte un serveur avec une mutualisation de services et que tout doit bien fonctionner, il faut bien que la procédure soit bien écrite pour que demain, si effectivement on n'est plus là et qu'on doit remonter ce serveur, on ait le mode d'emploi, quoi. Oui, on parlait de la qualité d'être feignant. Il y a aussi la qualité de se rendre non indispensable, en fait, de pouvoir transmettre tout ce qu'on a fait, de pouvoir être refait par quelqu'un qui a les connaissances, mais qui arrive demain, qui suit la documentation, qui doit pouvoir refaire tout ce qu'on a pu faire nous. Et ça rejoint le côté feignant, parce que nous-mêmes, quand on le refait,
on n'a plus besoin de réfléchir, on suit notre mode d'emploi. Ça reste généreux quand même. Administrateur système, admin 6. Vous n'avez pas le temps de dire administrateur système, pourquoi admin 6 ? Franchement, il y a une explication à ça. Parce qu'on optimise tout. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends mieux. C'est très demandé en entreprise. Est-ce que vous sentez que c'est une profession particulièrement sollicitée ? Est-ce que ça l'est tout autant d'un secteur à l'autre, d'une taille d'entreprise à l'autre ou pas ? Aujourd'hui, je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a forcément un besoin d'infrastructure informatique derrière. Donc, que ce soit en interne ou en prestation, il y a un besoin de mettre en place des choses et des infrastructures. Donc oui, il y a un besoin. Tout le monde est d'accord ? C'est ça, et ça va se décider sur la taille de l'entreprise. À partir d'une certaine taille, il est fortement recommandé que les ressources informatiques soient internes, plutôt que de tout passer par prestation. Et en dessous de cette taille-là, on va intervenir plutôt sous la forme de prestations externes. Il y a des entreprises qui n'ont pas le choix non plus. Dans les milieux sensibles, il est hors de question de poser la donnée dans le cloud. Encore aujourd'hui, donc heureusement. Tu parles de quel milieu, par exemple ? Tout ce qui est défense. Toi, tu travailles pour la défense ? Ouais. Et tu fais comment alors ? Révèle-nous. Je tente des trucs, écoute. Parlons salaire maintenant. Comment est-ce que vous vous en sortez niveau salaire ? Combien est-ce qu'on peut espérer gagner en sortie de formation ? Et comment les choses évoluent ? Quelles perspectives, espérances on peut avoir en termes de salaire ? Peut-être on va commencer avec Pauline. Je pense qu'un administrateur système, quand il commence sa carrière, il est sur Paris en tout cas, il est entre 35 et 40 000 euros à l'année. Tout le monde est d'accord ? Oui, un débutant, oui. Et en dehors de Paris, du coup, faisons la distinction directe. Alors en province, ça va dépendre des régions. Sur Toulouse, je pense qu'il y a à peu près entre 10 et 15% en moins. Et sur Lyon, entre 5 et 10%. Après, l'Est et l'Ouest, je connais moins le marché. Mais... Étienne et Sébastien ? En Bretagne, c'est moins que ça. Ah ouais ? Et comment est-ce que ça évolue ? Au bout de combien de temps ? Et qu'est-ce qu'on peut prétendre ? C'est surtout lié peut-être à la spécialisation qu'on va prendre. C'est-à-dire en fonction de l'évolution qu'on va donner à ses compétences techniques, si on veut se spécialiser sur une partie technique ou passer plus sur une partie fonctionnelle. En fait, ça va dépendre du métier qu'on veut faire après. C'est ça, c'est exactement ça. La question, c'est le métier qu'on veut faire après, parce que l'administrateur système a quand même une fibre technique à la base. On peut tout à fait rester administrateur système toute sa carrière et profiter pleinement de son emploi parce qu'on aime ça. D'accord. Et donc, du coup, là, dans ce cas, au bout de 2-3 ans, on gagne combien ? Alors, peut-être pas 2-3 ans, mais sur Paris, un administrateur système confirmé peut monter à 50. D'accord. 55 même, voilà. Okay. Si en plus il est un peu spécialisé en sécurité, par exemple, il peut encore monter un peu plus. À combien Un admin 6 cybersécurité, une grosse boîte, il est à 60. Ouais. D'accord. Alors, juste pour refaire le tour, pour qu'on sache réellement où on se situe, Pauline, toi, du coup, tu as évolué dans ta boîte. Ça fait combien de temps que tu y es là ? Moi, ça fait un peu plus de 8 ans. Ok. Et tu as évolué aussi ? Tu fais pas le même métier qu'au début ? Non. Maintenant, je suis plus sur un métier fonctionnel, donc autour de l'accompagnement des consultants et la relation avec les clients et les équipes commerciales. Ok. Donc en structure. Toi, Sébastien, avec ton entreprise, t'es payé combien ? Donc là, ça fait 25 ans de carrière derrière moi. Et sur une journée de prestation, je peux aller jusqu'à 1 000 euros. D'accord. Tu factures après 1 000 euros une journée de presta. Et toi, Étienne ? Moi, en tant qu'indépendant, ou bien je fais des devis pour une prestation en tant que telle, donc ça peut être très variable, ça dépend de la négociation, de ce qu'il y a à faire, etc. Sinon, on va dire, pour donner une idée, on raisonne plutôt en termes de TJM, de taux journalier moyen. Je pense qu'il y a une grosse partie des administrateurs qui vont être entre 350 et 500 euros par jour en taux journalier moyen. Après, voilà, ça peut varier, justement, en fonction des spécialisations, on peut monter plus. Mais c'est du chiffre d'affaires pour les indépendants. Et en fonction des spécialisations, on peut monter plus. Moi, vous auriez aussi des exemples peut-être à donner de quelle spécialisation est plus valorisée sur l'aspect salarial ? En ce moment, je pense que c'est tous les métiers autour de la data, donc de la donnée, qui ont un peu le vent en poupe, et la sécurité. Oui, après, on peut être spécialisé... Par exemple, un administrateur système qui est spécialisé sur les grosses bases de données, pour revenir sur la data, voilà, il est cher aussi. En fait, peu importe la spécialité, on va dire, à partir du moment où on devient vraiment expert dans ce domaine-là, on peut se valoriser, quoi. J'allais venir justement à l'évolution de ce métier.
une évolution peut-être un peu plus classique ou un pas de côté qui amène vers d'autres métiers? Est-ce qu'on les a tous cités? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités, d'autres évolutions? Ah oui, après il y a des chemins qui peuvent aller vers le management, en fait, à partir de l'admin 6. Donc quand on a une certaine expérience, on peut commencer à pratiquer tout ce qui est stratégique. Donc on va participer à des réunions de schéma direction, on va participer à des réunions d'évolution d'un parc, d'un système d'information, et puis progressivement se diriger vers DSI ou RSSI ou voilà, ce genre de poste en fait. Il y a d'autres métiers qui vous viennent à l'esprit? Pauline, Étienne? C'est des métiers autour de la coordination. Si on veut partir plus sur chef de projet, c'est possible aussi. Ouais. On se rapproche des devs aussi là alors. Oui, c'est possible. Enfin, ça peut aussi. Bah, t'es bien la preuve, Sébastien. Oui. Oui, vous passez côté développement complètement, c'est possible aussi. C'est l'amour-haine en fait entre vous. Ah, sur les projets de développement, j'ai souvent des mauvais regards parce que les admins qui sont en face de moi, ils peuvent pas trop raconter n'importe quoi. Double casquette. Et toi, Étienne, tu vois d'autres métiers à citer aussi, qui sont des évolutions? En évolution, pour moi, c'est soit on prend des responsabilités et finalement on devient chef d'équipe, de plateforme, etc. Donc on devient responsable soit d'un parc de machines, soit d'humains, soit des deux. Soit on peut spécialiser techniquement sur une ou plusieurs technologies, soit on peut évoluer vers d'autres métiers, effectivement, comme c'était chef de projet. Donc finalement s'éloigner un petit peu de la technique pour prendre de la hauteur sur la manière dont on voit les choses dans l'entreprise. Et donc partir sur des métiers connexes, quoi. Vous avez l'air assez fascinés tous les trois par la technique quand même. Je pense qu'il faut une fibre technique pour faire ce métier évidente. Ouais. Il faut aimer ça quand même. J'allais y venir aussi. Les qualités et les compétences même acquises à travers ce métier, mais une qualité même humaine qu'il faut avoir absolument avant de se lancer. On a parlé de rigueur, on a parlé de... L'autonomie aussi. Ouais. Je pense qu'il y a une partie de diplomatie qui est souvent négligée. Parce que finalement, on a un métier qui est très technique, mais on parle beaucoup avec des humains quand même. et on écrit beaucoup aussi. Hein. Et on écrit beaucoup, oui, c'est vrai, il y a de la rédaction, que ce soit de la documentation, des comptes rendus. Et du coup, ça ne se joue pas forcément que sur des aspects techniques. Même quand on doit négocier, par exemple, avec sa direction, une orientation technique, etc., et la manière de présenter les choses et la manière de l'amener auprès de sa direction, ça se base pas forcément que sur des aspects techniques et c'est pas toujours les plus importants. Des fois, il y a des aspects politiques à prendre en compte, il y a plein de choses. Et donc, l'aspect relationnel, humain, diplomatique est aussi une partie finalement importante au quotidien, je trouve. Même pour interagir avec les développeurs, pour toutes les personnes avec lesquelles on travaille, en fait, les prestataires externes, la direction. La communication fait une grande partie de la réussite d'un projet. On peut être très bon techniquement, si on est mauvais communicant, ça peut rendre le projet difficile. Un métier intéressant et aussi complexe que son nom, administrateur infrastructure et cloud. Merci à tous les trois d'avoir témoigné. Merci. Avec plaisir. Et c'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier d'administrateur infrastructure et cloud. Merci à Pauline Blanc, Étienne Lavanant et Sébastien Hermacor d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir administratrice ou administrateur infrastructure et cloud, sachez que cette formation diplômante à Bac+3 reconnue par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en 1 an ou alors en 2 ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Pour creuser encore et vous faire une idée plus globale des évolutions possibles quand on est administrateur des systèmes d'information, vous pouvez écouter notre édition du Joboscope sur le métier de responsable cybersécurité. Si au contraire, vous voulez des informations sur le métier par lequel on accède à la formation, l'édition sur le métier de technicien informatique est faite pour vous renseigner. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.